Je vais vous lire un extrait du livre de Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, aux éditions Albin Michel. Et la partie que je trouvais très intéressante ici s'intitule « Les organismes sont des algorithmes », page 97 de cette édition. Comment pouvons-nous être sûrs que des animaux, comme les cochons, possèdent effectivement un monde subjectif de besoins, de sensations et d'émotions? Ne sommes-nous pas coupables d'humaniser les animaux, autrement dit de prêter des qualités humaines à des êtres non humains, comme les enfants croient que les poupées éprouvent amour et colère? En vérité, attribuer des émotions aux cochons, ce n'est pas les humaniser, mais les mammifériser. Car les émotions ne sont pas une caractéristique proprement humaine, elles sont communes à tous les mammifères, de même qu'à tous les oiseaux et probablement à certains reptiles, voire aux poissons. Tous les mammifères ont développé des capacités et des besoins émotionnels. Les cochons étant des mammifères, nous pouvons déduire sans risque qu'ils possèdent des émotions. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont démontré que les émotions ne sont pas seulement des mystérieux phénomènes spirituels permettant d'écrire de la poésie ou de composer des symphonies. Les émotions sont plutôt des algorithmes biochimiques vitaux pour la survie et la reproduction de tous les mammifères. Qu'est-ce que cela signifie? Commençons par expliquer ce qu'est un algorithme. C'est d'autant plus important que ce concept clé réapparaîtra dans plusieurs des chapitres suivants et que les algorithmes domineront le XXIe siècle. Le concept d'algorithme, peut-on soutenir, est de loin le plus important de notre monde. Si nous voulons comprendre notre vie et notre futur, nous ne devons pas ménager nos efforts pour comprendre ce que sont les algorithmes et comment ils sont liés aux émotions. Un algorithme est un ensemble méthodique d'étapes que l'on peut utiliser pour faire des calculs, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Un algorithme n'est pas un calcul particulier, mais la méthode suivie pour faire un calcul. Par exemple, si vous calculez la moyenne de deux nombres, vous pouvez employer un algorithme simple. L'algorithme dit, première étape, ajouter les deux nombres, seconde étape, diviser la somme par 2. Entrez les nombres 4 et 8, vous obtenez 6. Entrez 117 et 231, vous obtenez 174. Une recette de cuisine en est un exemple plus complexe. Ainsi de cet algorithme pour préparer une soupe de légumes. 1. Faites chauffer une demi-tasse d'huile dans la casserole. 2. Hachez finement des oignons. 3. Dorez les oignons. 4. Coupez en morceaux 3 pommes de terre et ajoutez-les dans la casserole. 5. Découpez un chou en lamelles et ajoutez-les à la préparation. Et ainsi de suite. Vous pouvez suivre le même algorithme des douzaines de fois avec des légumes différents, chaque fois pour obtenir une soupe légèrement différente. Mais l'algorithme, lui, demeure le même. Une recette toute seule ne suffit pas à faire une soupe. Il faut une personne qui lise la recette et suive les étapes prescrites. Vous pouvez cependant fabriquer une machine qui incorpore l'algorithme et le suive automatiquement. Vous n'avez plus alors qu'à vous charger de l'eau, l'électricité et les légumes et elle vous préparera votre soupe toute seule. Il n'existe pas beaucoup de machines à faire de la soupe, mais vous avez probablement tous eu affaire à des distributeurs automatiques de boissons. Ces machines ont habituellement une fente pour les pièces de monnaie, une ouverture pour les gobelets et plusieurs rangées de boutons. Les boutons de la première permettent de choisir entre café, thé et chocolat chaud. Ceux de la deuxième indiquent sans sucre, avec un sucre, avec 2 sucres, et de la troisième lait, lait de soja, sans lait. Un homme s'approche de l'appareil, glisse une pièce dans la fente et appuie sur les boutons thé, un sucre et lait. La machine entre en action, suivant une chaîne précise d'étapes. Elle lâche un sachet de thé dans un gobelet, verse de l'eau bouillante, ajoute une cuillerée de sucre et de lait et ding, il en sort une jolie tasse de thé. Voilà, c'est un algorithme. Au cours des dernières décennies, les biologistes ont acquis la conviction que l'homme qui appuie sur les boutons et boit le thé est lui aussi un algorithme. Sans doute un algorithme beaucoup plus compliqué que le distributeur automatique, mais un algorithme quand même. Les humains sont des algorithmes qui produisent non pas des gobelets de thé, mais des copies d'eux-mêmes.
comme un distributeur automatique qui, si vous pressiez la bonne combinaison de boutons, produirait un autre distributeur. Les algorithmes qui régissent les distributeurs opèrent via des engrenages et des circuits électriques. Ceux qui contrôlent les humains opèrent par les sensations, les émotions et les pensées. On retrouve exactement le même genre d'algorithme chez les cochons, les babouins, les loutres et les poulets. Prenez par exemple le problème de survie suivant. Un babouin repère des bananes qui pendent à un arbre. Mais il aperçoit aussi un lion qui rôde à proximité. Doit-il risquer sa vie pour ces fruits? Ce n'est rien d'autre qu'un problème mathématique de calcul des probabilités. La probabilité que le babouin meure de faim s'il ne mange pas les bananes, contre la probabilité que le lion attrape le babouin. Pour résoudre ce problème, le babouin doit tenir compte d'une foule de données. À quelle distance suis-je des bananes? Et du lion? À quelle vitesse est-ce que je cours? Le lion est-il éveillé ou endormi? Affamé ou repu? Combien y a-t-il de bananes? Sont-elles grosses ou petites? Vertes ou mûres? Outre ces données extérieures, le babouin doit aussi prendre en considération l'état de son corps. S'il meurt de faim, cela a du sens qu'il risque tout pour ses fruits. S'il vient de manger, en revanche, et que c'est pure gloutonnerie, à quoi bon tous ces risques? Pour sous-peser ces variables et ces probabilités, le babouin a besoin d'algorithmes, bien plus compliqués que ceux qui contrôlent les distributeurs automatiques. Dès lors, il est d'autant plus précieux que les calculs soient justes. Il en va de la survie même du babouin. Un babouin timoré, dont les algorithmes surestiment le danger, mourra de faim. Et les gènes qui ont façonné ces algorithmes pusillanimes mourront avec lui. Un babouin téméraire, dont les algorithmes sous-estiment le danger, sera la proie du lion. Et ces gènes intrépides ne se transmettront pas non plus à la génération suivante. La sélection naturelle soumet ces algorithmes à un contrôle de qualité constant. Seuls laissent une progéniture les animaux qui calculent correctement les probabilités. Tout ceci est pourtant très abstrait. Comment, au juste, un babouin calcule-t-il les probabilités? Il n'a évidemment ni crayon derrière l'oreille, ni carnet dans sa poche, ni calculatrice pour se mettre à calculer la vitesse de sa course et les niveaux d'énergie. Sa calculatrice, c'est plutôt la totalité de son corps. Ce que nous appelons les sensations et les émotions sont en fait des algorithmes. Le babouin ressent la faim, il ressent crainte et tremblement à la vue du lion et sent sa bouche saliver à la vue des bananes. En une fraction de seconde, il éprouve une tempête de sensations, d'émotions et de désirs qui n'est rien d'autre qu'un processus de calcul. Le résultat se manifestera comme une sensation. Le babouin éprouvera soudain une bouffée d'énergie, ses poils se hérisseront, ses muscles se tendront, sa poitrine se gonflera et il prendra son souffle. En avant, je peux le faire, suce aux bananes. Ou alors, il peut être submergé par la peur, ses épaules s'affaisseront, il aura l'estomac noué, ses pattes flageolantes. Mamma mia, un lion, à l'aide! Parfois, les probabilités sont si bien équilibrées qu'il est difficile de trancher. Cela se traduira également au niveau des sensations. Le babouin sera confus et indécis. Oui, non, zut, je ne sais pas quoi faire. Pour transmettre ces gènes à la génération suivante, il ne suffit pas de résoudre les problèmes de survie. Les animaux doivent aussi résoudre des problèmes de reproduction, et cela dépend aussi de calculs de probabilité. La sélection naturelle a produit la passion et le dégoût sous la forme d'algorithmes instantanés visant à évaluer les chances de reproduction. La beauté est synonyme de bonne chance d'avoir une progéniture prospère. Lorsqu'une femme voit un homme et se dit « Waouh, qu'il est beau !» ou quand une voit un pan et se dit « Bonté divine, quelle roue !» ils font le même genre d'opération que le distributeur automatique. Alors que la lumière reflétée par le corps du mâle touche la rétine de la femelle, des algorithmes extrêmement puissants, affûtés par des millions d'années d'évolution, se mettent en branle. En quelques millisecondes, les algorithmes convertissent de minuscules indices relatifs à l'apparence extérieure du mâle en probabilité de reproduction et en tirent une conclusion. Ouvrez les guillemets, en toute probabilité, c'est un mâle très bien portant et fécond, avec d'excellents gènes. Si je m'accouple avec lui, mes rejetons seront probablement en bonne santé et porteurs d'excellents gènes. Fermez les guillemets. Bien entendu, cette conclusion ne s'exprimera pas en mots ni en chiffres.
mais sous la forme de l'ardente démangeaison de l'attirance sexuelle. Les pannes, comme la plupart des femmes, ne font pas ce genre de calcul avec un crayon et du papier. Elles le ressentent. Même les Nobel d'économie ne prennent qu'une infime fraction de leurs décisions en se servant d'un crayon, de papier et d'une calculatrice. 99% de nos décisions, y compris les choix de vie les plus importants concernant notre conjoint, notre carrière et notre habitation, sont le fruit d'algorithmes raffinés que nous appelons sensations, émotions et désirs.